Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Maurice Lévy, vous êtes un grand patron, grand chef d'entreprise. Vous avez porté votre groupe parmi un des géants mondiaux de la communication. Vous êtes aussi le patron des grands patrons, puisque vous êtes le président de la FEP et vous êtes aussi, j'allais dire, le chef d'orchestre de la réunion des grands qui décident dans ce monde, puisque vous êtes non seulement membre du board de Davos, mais celui qui a organisé concrètement le WEF. Mais ce n'est pas tellement à ce titre-là que j'aimerais vous interroger, puisque vous êtes aussi, si je pouvais vous résumer en un seul mot, un sage. Et ce n'est pas moi qui le dis, puisque c'est la Commission européenne qui le dit, et elle le pense tellement qu'elle vous a nommé président de comité de sages elle vous a demandé de réfléchir à ce que devait être la numérisation du patrimoine européen, je crois, c'est cela. Alors, on croit toujours que dans le secret des alcôves, on peut tout se dire et que rien ne sortira. Ça a commencé par la vie privée des stars et des politiques qui s'est retrouvée dans les médias. Aujourd'hui, c'est les confidences que s'échangent les diplomates américains qui se retrouvent dans la grande presse. C'est Google qui veut numériser l'ensemble de la connaissance et de la littérature aux grandes dames des éditeurs américains et français. C'est Facebook qui, dans un détour sans doute non éclairé, dénonce les comportements de ceux qui s'y inscrivent. Qu'est-ce qu'il faut penser du numérique? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Et puis, parce que je commence une toute nouvelle carrière de journaliste, j'espère que vous allez m'aider dans cette tentative et que vous allez nous donner un scoop et nous dire ce qui s'est dit aux conclusions de ce rapport sur le comité des sages. Merci Clara de votre invitation. S'il y a un titre dont je ne suis pas très fier, c'est celui d'être un sage. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'avais essayé de mener ma carrière et ma vie comme un passage, et être un sage est quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Mais il est vrai que la Commission a considéré qu'il fallait réfléchir au problème de la numérisation de ce qu'on appelle l'héritage culturel européen. Et qu'à ce sujet, il y a eu une commission, un comité, ça s'appelle comité, et d'ailleurs c'est mis en français, c'est très intéressant, dans tous les textes, y compris dans les textes allemands ou anglais, on fait référence au comité des sages. Et on a pas mal travaillé, enfin pas mal, il ne faut pas le voir en termes qualitatifs, mais en termes quantitatifs, à la réflexion sur ce qu'on devrait faire et comment est-ce qu'on devrait le faire. Alors, tout ceci va être présenté bientôt au président Barroso et à quelques commissaires, dont Mme Neelie Kroes et Mme Androula Vassiliou, et ce sera début janvier. Donc, vous donner maintenant une information en avant-première n'aurait strictement aucun intérêt. D'abord, c'est ennuyeux, c'est un truc de sage. Et là, je ne vais pas vous faire perdre du temps. Mais abordons l'autre aspect qui est la numérisation et puis le fait que les informations sont de plus en plus facilement accessibles. Et il est clair que depuis maintenant une cinquantaine d'années, on est en train de mettre en carte, en fiche, sur des bandes, puis des disques, et puis maintenant dans les nuages, un certain nombre d'informations sur la vie des gens, sur la vie des entreprises, sur les échanges internationaux, et que toutes ces informations seront de plus en plus facilement accessibles. Alors pour commencer par une pierre de mon jardin, il se trouve qu'il y a une information qui est parue dans la presse hier, toute petite information, où un hacker, un de ces jeunes hackers, a hacké un des ordinateurs d'un prestataire de Publicis, enfin d'une des filiales de Publicis, et a eu accès à un fichier de consommateurs de McDonald's. Alors, il n'y a rien de fâcheux, il n'y a pas de problème grave. On sait tout simplement que certains préfèrent le Big Mac
Vous n'allez pas souvent chez McDonald's. Il va falloir que vous changez vos habitudes alimentaires. Chicken nuggets, je cherchais. Chicken nuggets, ça existe. Hein? Bravo, oui. Vous êtes bien rattrapé. Wow. Chicken nuggets, Big Mac, ça existe le Big Mac, je ne me trompe pas. Et donc, c'est assez limité. Et puis, il y a effectivement, à côté de ça, ce qui s'est passé avec Wikileaks. Et on va se trouver avec une société de la transparence. Cette société de la transparence va présenter énormément d'avantages et énormément d'inconvénients. Le grand avantage, c'est qu'on pourra mettre tout sur la place publique, et le grand inconvénient, c'est justement que tout sera sur la place publique. Et qu'on le voit déjà aujourd'hui avec des informations, on va en prendre une qui fâche. Hein, tant qu'à faire provoquer, hein, puisqu'ils sont en train d'attendre pour déjeuner, autant leur donner quelque chose de nourrissant. La rémunération des patrons. Voilà un truc quand même croustillant qui intéresse un peu tout le monde. Il fut un temps où c'était quelque chose qui était masqué, pas connu, les gens ne savaient pas, les patrons connaissaient leur propre salaire, celui de leurs collaborateurs, et pas du tout celui de leurs concurrents ou de leurs pairs. Et puis, il y a une dizaine d'années, on a considéré qu'il fallait absolument rendre ça public. Était-ce un bien ou était-ce un mal? C'était un bien d'une certaine façon, puisque c'est normal que les actionnaires sachent exactement ce qui se passe dans l'entreprise et comment les patrons sont rémunérés. Était-ce un mal? Ben, d'une certaine façon, oui, puisque ça a conduit immanquablement à l'augmentation des salaires. Que s'est-il passé? Dès lors que les salaires étaient publiés, il y a eu des gens très habiles qui s'appellent des cabinets de consultants qui ont fait des benchmarks, qui sont allés voir les conseils d'administration et qui ont dit « Vous allez perdre votre patron parce qu'il n'est pas bien payé. Regardez comment sont payés les patrons ailleurs. » Et c'est ainsi qu'a commencé une espèce de spirale à la hausse et qui est aujourd'hui un objet de discussion, pour ne pas dire de contestation. Et d'une certaine façon, c'est bien, parce qu'on est dans la transparence. D'une autre façon, il y a d'autres problèmes qui se posent. Par exemple, je veux recruter quelqu'un chez un concurrent, je prends le rapport annuel, je regarde où est-ce qu'il est, s'il est une petite ou une grande photo, déjà c'est un signe. Ensuite, je regarde ce qu'il a fait. Ensuite, je regarde comment est-ce qu'il est payé, ce que sont ses responsabilités, et je sais à peu près ce que je dois faire si je veux l'attirer chez moi. Et mes concurrents font exactement pareil. Alors, on peut dire que ça fluidifie le marché, on peut dire que ça rend quelques services, mais une fois de plus, on voit que toute information n'est pas simple, n'a pas uniquement un objet ou un objectif unique, et que dès qu'elle existe, elle prend une vie par elle-même et qu'elle devient un objet de discussion, un sujet parfois de contestation, et provoque des réactions multiples, comme on l'a vu avec Wikileaks. Là, vous parlez de transparence, mais on parle beaucoup d'Internet comme un instrument du mensonge. Comment on contrôle toute cette technologie qui vient et comment on fait pour qu'on sache l'utiliser sans qu'elle nous utilise? Il y a des spécialistes d'Internet dans la salle. Je crois que il ne faut surtout pas essayer de contrôler. Que le propre, justement, d'Internet, c'est que c'est un outil pas contrôlable et qu'il ne faut surtout pas essayer de contrôler. Et c'est donc une nouvelle ère de civilisation qui s'offre à nous et qui s'ouvre. On est dans un univers où les réflexes classiques que l'on avait, mais quelle est cette espèce d'imbécile de journaliste qui a écrit ça, appelez-le-moi, ça n'existe plus. N'importe qui peut écrire n'importe quoi. Et les vérités se forment et se déforment assez rapidement. Le buzz joue un rôle extrêmement important. Alors ce qu'il faut, c'est se doter des moyens de pouvoir faire passer sa vérité, de pouvoir être en contrepoint de ce qui peut être dit, et puis surtout d'alimenter. À partir du moment où on est dans la transparence, il faut se dire...
on va alimenter, on va jouer le jeu, on va informer. Et rien n'est plus difficile, en tous les cas pour les sociétés françaises, que de jouer ce jeu. Beaucoup d'entreprises américaines sont plus ouvertes que les entreprises françaises. Les entreprises françaises ont fait des efforts considérables depuis maintenant une vingtaine d'années, mais il y a encore pas mal de chemin à parcourir. Et il y a toujours ce réflexe mais pourquoi est-ce que j'ai à dire cela? Qu'est-ce que ça peut bien leur faire? Ce réflexe, il faut l'abandonner. D'autant plus qu'on va se trouver avec 2 ou 3 problèmes. Le premier et le plus important, c'est pour attirer les talents. Et une entreprise qui n'est pas tout à fait transparente, une entreprise qui n'a pas une relation par rapport à la responsabilité sociale de l'entreprise tout à fait claire par rapport à tous les grands problèmes de la planète bien édictés, eh bien dans ce cas, cette entreprise ne fera pas partie de la liste des jeunes candidats qui ont envie d'avoir non seulement une jolie carrière, une belle situation, mais qui ont envie de donner du sens à leur vie, qui ont envie de donner du sens à ce qu'ils font et qui n'ont pas envie uniquement de gagner de l'argent. Cette vision du plan de carrière tel qu'il existait, telle qu'elle existait dans les années 80 ou même avant, est une vision périmée. Les jeunes ont envie ou en tous les cas, veulent avoir le sentiment qu'ils contribuent à quelque chose de plus grand que le seul intérêt matériel ou économique auquel ils sont appelés à contribuer. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la vie dans l'entreprise. Les gens ont un sentiment de fierté, d'appartenance. Ils n'ont pas envie de lire dans la presse des choses ou à travers du net ou de voir sur YouTube ou de voir des choses sur Twitter qui les gêneraient et qui rendraient la conversation dans leur famille ou dans leur environnement social embarrassante parce que leur entreprise serait mise à mal. Donc là-dessus, c'est un deuxième élément extrêmement important, capital même. Le troisième, c'est vis-à-vis de la cité. Les entreprises sont maintenant des objets de communication. Elles font partie de la cité, elles ont une responsabilité vis-à-vis de la cité, et donc là-dessus, elles sont amenées à se justifier, et plutôt que d'avoir à se justifier, il faut qu'elles expliquent pour éviter justement d'être prises à partie. Enfin, il y a toujours un effet de l'entreprise vers le consommateur. Il ne faut pas croire que l'institution est séparée de la marque et que la marque est éloignée du consommateur. Tout ceci se touche, se communique, il n'y a plus rien qui soit étanche, et donc à partir de là, il est crucial, extrêmement important, d'être en maîtrise de l'information que l'on donne, et la meilleure façon d'être en maîtrise, c'est d'avoir des règles éthiques qui soient absolument indiscutables. Et si on a ces règles, ça va un peu mieux. Alors vous faites écho en entreprise à ce qu'a dit Gérard Larcher ce matin, puisqu'il nous a dit qu'il fallait moraliser la vie publique pour ne pas démoraliser nos concitoyens. Je voudrais... Le problème pour l'entreprise est plus simple. Ça, je le laisse à votre sagacité. On a beaucoup parlé de politique ce matin. Avant de parler de la France, je voulais aborder peut-être un autre aspect, puisqu'on va cet après-midi aller parler de l'international et parler non seulement de l'économie internationale, mais de la géopolitique. Je voulais parler d'un autre aspect qui, je crois, vous est cher. C'est vous êtes un observateur et un acteur avisé de ce qui se passe dans le monde, et tout particulièrement dans le Moyen-Orient. On parle beaucoup d'instabilité politique, économique et de l'accélération des crises. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit panorama de ce qui s'y passe aujourd'hui, et si la paix est possible, est-ce qu'elle est envisageable, ou à défaut de simplement l'espérer depuis plusieurs décennies? Bon, il y a, si on regarde la photographie, il y a de quoi se désespérer. Si on regarde le film, il y a de quoi espérer.
Dans la photographie, on constate effectivement que les négociations sont bloquées, que la situation au sein même des mouvements palestiniens n'est pas simple, que Netanyahou est prisonnier de son aile droite et qu'à partir de là, engager des négociations profondes, sincères et qui pourraient aboutir à des solutions n'est pas une chose simple ni pour Abbas ni pour Netanyahou. Si on regarde le film, on constate que, reportons-nous uniquement une trentaine d'années en arrière, même pas d'ailleurs, une vingtaine d'années en arrière, il y avait le boycott de l'État d'Israël, il y avait des entreprises internationales qui n'osaient pas mettre Israël sur la carte, et donc ils gommaient toutes leurs relations avec Israël parce qu'ils craignaient les répercussions du boycott de la Ligue arabe. Tout ceci s'est largement apaisé. Il y a eu des négociations, des discussions. Il y a seulement une dizaine d'années, beaucoup d'attentats suicides qui se déroulaient soit à Jérusalem, soit à Tel Aviv, avec des morts aveugles. Et puis les choses se sont, sinon calmées, mais au minimum, ces attentats aveugles n'existent plus. En tous les cas, sont beaucoup plus rares. Il n'y en a pas eu tout au long de l'année dernière. Donc, enfin l'année 2010. Donc il y a des éléments d'espoir. On sait aussi, ça a été dit par Mahmoud Abbas lui-même, qu'ils ont été à deux doigts de conclure un accord avec Ehud Olmert et qu'ils étaient vraiment à quelques jours de la signature quand, malheureusement, le scandale de ses dépenses personnelles est venu le paralyser et l'empêcher de terminer cette négociation, puisqu'il ne peut pas y avoir de conclusion d'un accord s'il n'y a pas un soutien des deux populations. Enfin, il y a une expérience que j'ai vécue personnellement et que je risque de revivre dans quelques jours, qui est un travail que j'avais fait en 2006, enfin ça avait commencé en 2005 et ça s'est poursuivi en 2006, avec au point de départ 3 ou 4 Palestiniens et Israéliens, un tout petit groupe qui finissait par se taper sur la figure parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, même sur les mots et sur le sens des mots. Et on a terminé à plus de 80, une quarantaine de chaque côté, à présenter un projet devant une salle comble, devant le roi Abdallah, le Premier ministre d'Égypte, tout le pouvoir de l'autorité palestinienne, tout le pouvoir de l'autorité israélienne, tout ceci présent et applaudissant à tout rompre. Et il y avait donc un mouvement d'espoir qui malheureusement s'est fracassé sur l'élection du Hamas. Il y a aujourd'hui un projet qui consisterait à refaire travailler des groupes arabes, des groupes israéliens sur un certain nombre de sujets sur la paix, avec l'idée qui est d'aboutir à une présentation à peu près au mois de mai, et donc ça démarre dans les jours qui viennent. Donc comme toujours, je suis un optimiste né, c'est mon défaut, et donc je regarde ça avec beaucoup d'enthousiasme en me disant, ma foi, recommençons, il se peut très bien que quelque chose sorte. Ce serait une très modeste contribution, mais chaque fois qu'il y a un Israélien et un Palestinien qui parlent ensemble, chaque fois qu'il y a un Israélien et un Palestinien qui font des choses ensemble, plutôt que de se taper sur la figure, ça n'est que positif. Et donc, moi, j'aime bien voir le côté positif des choses. Les problèmes ne sont plus insurmontables. Tout a été déjà discuté. Ils savent exactement ce que sont les 3 ou 4% de territoires sur lesquels il y a des disputes sévères. Ils savent très bien ce qu'est le sujet du statut de Jérusalem. Il suffit de pouvoir travailler dans la quiétude et sans que les extrémistes de chacun des deux côtés s'opposent à l'espoir de la vaste majorité des populations de chacun des côtés aussi. Alors, on a parlé ce matin de désenchantement, de désarroi, de décertitude. On a parlé aussi d'un pays où il n'y a pas simplement la défiance, mais de la suspicion.
C'est pas ni d'Israël ni de la Palestine dont on parle, c'est de la France. Vous revenez, je crois, d'Asie. Est-ce que vous pouvez nous donner, puisque vous êtes un optimiste, un regard peut-être un peu plus gai sur ce que nous avons pu entendre? Je vous rassure, il y a eu des propos très optimistes. Je prends exprès le contre-pied noir qui a été dit ce matin. Alors, on est confronté à une situation qu'on connaît bien en France. D'abord, on est des râleurs et on n'est jamais content. Mais là, ce coup-ci, on a des raisons de ne pas être content. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, et c'est vrai que la tâche qui est devant nous est considérable. Mais on peut regarder aussi l'aspect positif. On peut regarder que la France a joué un rôle essentiel, et le président Sarkozy, sur la résolution de la crise financière. Et que, alors qu'Angela Merkel ne voulait absolument rien savoir, il l'a forcé à revenir à la table, à accepter de transiger avec un certain nombre de principes. Et puis on voit encore que sur la résolution d'un certain nombre de problèmes, que ce soit celui de la Grèce ou de l'Irlande, la France joue un rôle essentiel à la résolution de ces problèmes. Il est vrai que nous avons quelques problèmes endémiques. Le premier et le plus important, c'est que nous avons un déficit galopant et un endettement qui ne cesse de croître. Et que le problème de la dette n'a jamais été pris très au sérieux, et que jusqu'à présent, on n'a pas su traiter un sujet tout bête qui est celui du déficit et celui de la dépense. Quand l'État fait un effort important, douloureux, difficile, compliqué, qui est de dire un recrutement sur 2 départs, et donc ça réduit d'environ 34 000 emplois les emplois de fonctionnaires, les collectivités, dans leur ensemble, créent 30 000 emplois. On peut se dire, c'est curieux qu'ils ne se parlent pas, et c'est étrange qu'il y ait ensuite cela, et qu'après, on se dise, tiens, il faut compenser par comment est-ce qu'on compense? On compense par les prélèvements. C'est étrange qu'on sache depuis très longtemps que les prélèvements, c'est ceux qui empêchent la France de décoller, et que chaque année, on en rajoute une petite cuillerée, quand ce n'est pas une louche. On sait aussi qu'on on est à un niveau qui est un peu là, quasiment au point de la noyade en ce qui concerne la pression fiscale. On entend pourtant, ici ce matin, certains économistes nous ont dit qu'il fallait augmenter la pression fiscale pour pouvoir sortir la France du déficit. Alors, c'est vrai, vous avez une martingale. Mais c'est vrai, c'est d'ailleurs assez facile. Hein, je veux dire que pour réduire les déficits, c'est comme une entreprise. On va augmenter les prix, et puis on sait très bien comment ça se produit. Prenons le cas d'une entreprise qui vend un produit qui se vend mal. Il se vend mal parce qu'il n'est pas tout à fait au point, parce qu'il est compliqué, et son compte d'exploitation est déséquilibré. Que doit-elle faire? Augmenter le prix de ce produit qui se vend mal, ou réduire ses coûts pour pouvoir le vendre à un prix plus raisonnable? Alors, elle peut augmenter ses prix et ne pas toucher à ses coûts. Le résultat, c'est qu'il se vendra encore moins bien, et que son déficit va s'aggraver, que son endettement va s'aggraver jusqu'au point où, par un jeu de tout bête, de spirale, on dira à ce que l'entreprise dépose son bilan ou aille en redressement judiciaire ou soit rachetée. J'exagère le trait, mais parce que je prends des exemples dans ce que je connais. Il se trouve que on sait bien, ça a été dit 100 fois, et je ne vais pas jouer au populisme en disant que si on gérait le budget de la nation comme on gère nos propres dépenses, on ne ferait pas le genre d'endettement que l'on fait. Il se trouve qu'on a des endettements
le coup d'accordéon classique qui consisterait à augmenter de manière très fortement les prélèvements pour ensuite réduire le déficit et puis éventuellement réduire à nouveau les prélèvements, parce que ce serait donner de l'air, est quelque chose qui ne fonctionne pas parce qu'on ne s'attaque pas aux causes essentielles de cet endettement, qui sont nos charges. Et donc, tant qu'on n'adressera pas ce problème essentiel, qui est le fait que nous vivons au-dessus de nos moyens depuis un certain nombre de décennies, on ne résoudra pas le problème. C'est aussi simple que ça, et il faut se le dire une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, ça remonte à une trentaine d'années, on le sait. Donc, qu'on ne se dise pas qu'il suffit d'augmenter les impôts pour résoudre le problème de l'endettement. Non. Il suffit tout simplement de repenser complètement. On sait que nous avons au moins un échelon administratif de taureau. On sait qu'on a pas mal de difficultés parce que nous avons augmenté nos impôts de manière démesurée et que nous avons d'autres soucis très importants. La sécurité sociale avec des coûts galopants qu'on n'arrivera pas à réduire de quelque manière qu'on se prenne, parce que de toute façon, les dépenses de santé augmentent dans le monde entier de l'ordre de 5 à 7% partout dans le monde. Et donc, tant qu'on ne générera pas une croissance de cet ordre-là, on ne réussira pas à compenser ces coûts. Donc, on peut y aller. Hein. Comment on fait pour générer cette croissance? Parce que je comprends que l'État et le coût de la dépense publique est responsable de tout, mais il y a peut-être d'autres problèmes. Non, je ne dis pas qu'il est responsable de tout. Non, ça c'est autre chose. Ça, c'est une deuxième question. C'est la première question qui est sur redonnez-nous un peu budget. d'optimisme. Faites-nous rêver sur la France. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? D'abord, on peut l'aimer. Hein. Ouais. On peut aimer la France, et je crois qu'on est tous nombreux à l'aimer, et on peut faire des choses. La première chose à faire, c'est de traiter le problème de son décalage de compétitivité avec l'Allemagne. Il y a 12 ans, la France avait un petit avantage de compétitivité avec l'Allemagne. Petit avantage, pas très grand, mais assez sensible. Tout doucement, les lignes se sont croisées en 2001, et depuis 2001, on est dans un delta qui grandit d'année en année et qui vient de s'aggraver encore ces 2 dernières années, puisque l'Allemagne a encore fait un effort avec le plan Schröder appliqué par Merkel, qui consistait à réduire les charges sociales pour augmenter le coût de la TVA, de façon à faire porter un certain nombre de charges sociales par la consommation. Nous, on est dans une situation un peu pénible. Si on regarde maintenant ce qui s'est passé sur les 15 dernières années, on a perdu 100 milliards d'euros d'exportation et de PNB. On a perdu 42 milliards d'euros de prélèvements et on a perdu 1 million d'emplois industriels. Les chiffres sont là, ce sont des chiffres réels, tous les économistes peuvent les vérifier, ils ont été publiés par tous. Donc on sait très bien que le premier sujet à traiter, c'est celui de la compétitivité. Le deuxième sujet, qui est à plus long terme, c'est celui de l'innovation. Et sur l'innovation, nous devons tous investir de manière massive dans recherche et développement. Il n'y a pas d'innovation sans recherche et développement. Et à partir de là, on peut remonter un peu la pelote. Ça commence par l'université. Et on est en train de faire un travail considérable pour leur donner de l'autonomie. Rapprocher déjà quelques universités pour faire en sorte qu'on ait un meilleur niveau et qu'on ne soit pas 48e au classement de Shanghai, mais qu'on rentre dans les 20 premiers, ce serait déjà pas mal. L'université, quelques labos, quelques entreprises autour, et on crée des clusters qui vont pouvoir... Enfin, la recette est connue, il suffit d'aller dans la Silicon Valley, on voit comment ça se passe. Si on ne veut pas aller là, parce que le décalage horaire est un peu trop difficile, on va en Israël, c'est là, il y a une petite bande qui existe, une bande de terre qui n'est pas très longue, où il y a université, venture capitaliste, laboratoire de recherche, et puis solutions d'innovation qui ont été créées. On peut aller en Chine, on peut aller au Japon, on peut aller à partout. Le modèle existe. Il ne peut pas y avoir d'innovation sans capital intellectuel. Il ne peut pas y avoir de capital intellectuel sans que les universités soient amenées à faire
un certain nombre de choses, comme de la sélection, comme attirer les meilleurs talents, comme être proche de laboratoires de recherche, comme avoir du temps et un peu d'argent, des choses qui sont toutes bêtes, mais qui ont fait leur preuve dans un certain nombre de pays, et on n'a pas besoin de réinventer la roue, on sait comment est-ce qu'elle est faite, il suffit de l'appliquer, et à ce moment-là, on peut obtenir quelques résultats. Ça demande un peu de temps, mais les résultats sont là. D'autre part, si on veut du court terme, il y a des choses formidables à faire, déjà en libérant un peu les énergies. Vous aviez posé une question tout à l'heure sur le moral et comment ça se passe. Je vais vous raconter une petite anecdote, et je m'excuse auprès de 2 ou 3 personnes dans la salle, parce que je l'ai déjà raconté, mais avec 2 ou 3 qui l'ont entendu. Donc, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps à la préparation de Davos, et il y avait des patrons du monde entier qui étaient réunis, et on leur demandait un peu quel était leur état d'esprit, comment est-ce qu'ils se sentaient, comment est-ce qu'ils voyaient l'économie, etc. Et ils commençaient par dire tous, écoutez, mes résultats n'ont jamais été aussi bons, tout va bien, part de marché, ça va, mon business va bien, mais je suis inquiet. Attendez, expliquez-nous pourquoi. Mais je suis inquiet des autres. Je suis inquiet des autres. Quand on regarde les sociétés françaises et quand on regarde l'économie française, il y a beaucoup de choses qui marchent bien. Il y a quelque chose qui marche très bien et qui est vilipendé, ce sont les entreprises du CAC 40. Alors, elles sont vilipendées parce qu'on dit oui, mais ça marche bien, c'est à cause de l'international. Mais heureusement qu'elles ont l'international. Mais enfin, bon, il y a ces grandes entreprises qui marchent bien. Il y a beaucoup de grosses PME qui marchent très bien. Il y a beaucoup d'entreprises qui réussissent à faire des performances exceptionnelles, à gagner des parts de marché et à développer un certain nombre d'avenues de croissance qui sont intéressantes. Il suffit de les soutenir, et il suffit aussi que nous fassions un peu l'effort. Et ça, on ne sait pas le faire, d'être un peu plus optimiste quand on parle de soi, quand on parle de son marché. Alors, c'est peut-être notre côté un peu paysan, c'est SAU payé, comment ça va? Oh, pas très bien, oh, ma vache qui a des problèmes, mon lait qui n'est pas très bon, mon terrain qui vaut plus le même prix, et puis la récolte qui n'a pas été aussi bonne que, etc. Mais finalement, ça va. Et c'est vrai qu'on a ce côté où on n'ose pas dire que ça va bien. Mais oui, il y a des choses qui vont bien, revendiquons-les et soyons un peu plus souriants. Merci beaucoup, Maurice Lévy. On aimerait beaucoup continuer la conversation, mais il faut aller se nourrir. Moi, le temps, hein. Mais j'ai pas eu mon scoop. Alors, je me permets de vous poser une dernière question. Je suis sûre que vous n'allez pas y répondre, mais je vous la pose quand même. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez un sage. Même le premier des Français vous consulte de temps en temps. Qu'est-ce que vous lui dites ? Le premier des Français me consulte de temps en temps. Le premier des Français, c'est qui Qu'est-ce que vous lui conseillez pour les prochaines élections, puisqu'on a beaucoup parlé des élections 2012 ? Vous n'attendiez pas à cette question-là. Non, je ne m'attendais pas à cette question. Je ne sais pas si l'information est fondée. Il faudrait d'abord vérifier si elle est fondée. Et donc, je vais vérifier sur Wikipédia et sur Google si elle est fondée. Et puis, si elle est fondée, je reviendrai. Je vous enverrai un message par Twitter. Merci beaucoup. Merci à vous.